Bonsoir à tous, bonsoir aux intervenants. Merci, Monsieur le Président, de nous avoir invités à animer cette réunion qui est toujours passionnante. C'est la troisième année et c'est toujours très, très intéressant. Aujourd'hui, donc, suite à effectivement la réunion de l'année dernière qui parlait du médicament, le stress a émergé comme une forte demande après le médicament. Mais stress est un mot qui recouvre de très, très nombreux sens. Comme bien d'autres, c'est aussi un mot que les Anglais nous ont relancé. Et parce que c'est un mot français au départ. Et en préparant cette réunion, j'ai cherché d'où venait ce mot stress. Le stress vient justement de destress, avec un C à la fin, qui est un mot médiéval et dont le dictionnaire de Godefroy donne les significations suivantes. Premièrement, c'est prison, étroitesse. À partir de là, on parle d'angoisse, de désir pressant. La faim fait manger les enfants par la maman qui est sous la détresse de la famine. Et puis il y a des sens complémentaires dont on sent un glissement progressif. Il y a la rigueur, la contrainte, la force, et on arrive progressivement à la puissance, au pouvoir, d'où des domaines de signification un peu plus surprenants, puisque c'est les saisies immobilières et les dépendances d'une propriété. Les détresses, c'était les dépendances des propriétés. Enfin, dans le complément du même dictionnaire, on trouve enfin le mot détresse, au sens de désespoir. Je suis sûr que chacun peut se retrouver au moins une partie de lui-même dans ces différentes définitions. Aujourd'hui, en 2013, le mot stress renvoie instinctivement à l'angoisse, au mal-être chronique, mais aussi, on l'a vu, au plaisir des sports extrêmes. Je ne vous cacherai pas que c'est assez rare que le mot stress, on l'utilise plutôt dans le RER, dans ce pays d'où je viens, où finalement on est bousculé tous les matins et tous les soirs, et où les odeurs, où la pression, ou l'arrivée en retard, ou la grève finit par engendrer un état de mal-être chronique. L'Organisation mondiale de la santé cite la gestion du stress comme une des compétences psychosociales fondamentales à la base du vivre ensemble. On peut ressentir des émotions, on peut ressentir du stress par procuration. Visionner l'ascension, comme on l'a fait actuellement, donne un petit frisson, on l'a vu, même le confié tout à l'heure par notre célèbre invité Christophe Profit. Ce n'est pas forcément désagréable ce stress, grâce aux fameux neurones miroirs dont nous allons parler. Nous-mêmes, les 5 autour de cette table, sommes face à vous en état de stress. Une si docte assemblée, qu'allons-nous dire? Allons-nous bafouiller? Et je ne peux pas vous cacher que les yeux dilatés, le cœur qui bat un peu plus vite, quelques trémulations du bout des doigts, une petite sueur qui perle sur les fronts, les projecteurs en bon dos. La question se pose, pourquoi avons-nous accepté ce challenge, ce défi? Par optimiste, j'ai choisi une cravate un peu vive. Je suis sûr que quelque part, elle peut aussi engendrer un certain stress parmi certains regards un petit peu sensibles. Alors, qu'est-ce que c'est que le stress? Est-ce qu'il faut le rechercher? Est-ce qu'il faut le fuir? Quelles en sont les causes? Est-ce qu'on peut lutter? Est-ce qu'on peut contrôler ou gérer son stress? Pour nous aider à y voir un peu plus clair, nous avons autour de la table un panel très au fait de l'actualité des neurosciences. Alors, la présentation ont été faites par Monsieur le Président à l'instant. J'aurais simplement Dr Vincent Seguin, qui est médecin psychiatre, DU de thérapie cognitivo-comportementale, les fameuses TCC, les thérapies cognitivo-comportementales dont nous allons parler. Le docteur Bruno Stimes, médecin réanimateur à la clinique mutualiste chirurgicale, master en gestion de stress et émotions, et directeur de l'Institut mutualiste de gestion du stress, donc bien placé pour nous en parler. Le professeur Jean-Claude Barthélémy, chef du service de physiologie clinique et de l'exercice au CHU de Saint-Étienne, directeur du laboratoire de recherche du système nerveux autonome, dont il nous expliquera un petit peu à quoi ça correspond ce système nerveux autonome. Et puis en fait, nous allons commencer par Christophe Profit, qui nous a fait vibrer en introduction et qui va nous expliquer un petit peu sa définition du stress. Vous nous parlez prenez un micro, de 3 points essentiels par rapport au stress. Quels sont ces 3 points? Mais juste avant de parler de ces 3 points, parce que je préfère juste faire une petite introduction sur la définition du stress. Moi, je ne sais pas si j'ai la bonne, mais pour moi, le stress, c'est un peu synonyme de quelque chose de négatif et de mauvais. Donc, je ne pense pas qu'il y ait un bon et un mauvais stress. Pour moi, il y a juste un mauvais stress. Pourquoi je dis ça? C'est parce que quand, finalement, je vis parfois comme tout le monde, ce stress dans la vie de tous les jours, mais quand je suis là-haut, quand je pratique mon métier de guide, en définitive, je ne le connais pas du tout. Je vis autre chose qui est plutôt une concentration extrême. Et je dirais que pourquoi je ne le vis pas, c'est parce que derrière tout ça,
il y a bien sûr beaucoup de préparation, comme dans toute activité humaine. Et moi, je fais souvent la comparaison entre la montagne et la musique. Un musicien joue plusieurs heures par jour, et en montagne, c'est pareil. On a une énorme expérience, ce qui fait que quand on arrive sur le terrain, ça se déroule naturellement. Et heureusement que ça se passe comme ça. Donc, c'est des moments, parfois, on est très tendu, mais tout se déroule bien. Alors, ce qui me permet, et là, je reviens à votre première question, ce qui me permet d'être comme ça et d'avoir ce regard un peu détaché sur le stress, parce qu'en définitive, je ne le connais pas dans ma vie professionnelle. Je le connais en bas. Moi, souvent, d'ailleurs, je suis plus fort en haut qu'en bas. J'aime bien cette dualité. Mais je reviens à ces 3 points. Il faut bien sûr anticiper pour se permettre, finalement, comme un musicien, que les choses viennent naturellement. Un musicien lit une partition, et en montagne, c'est pareil, on doit lire sa partition. Sur un glacier, le plus important, c'est de ne pas tomber dans la crevasse. Une fois qu'on est au fond, c'est trop tard. Et on a beau savoir récupérer, faire un mouflage, il ne faut pas tomber dedans. Mais les 3 points, voilà, j'ai découvert il y a juste 1 an. En réalité, je l'avais en moi depuis longtemps, mais jamais je n'avais réussi à associer ces 3 points, qui pour moi, c'est un petit peu une philosophie de ma vie et de ce que je ressens en montagne. Mais ce n'est pas que pour la montagne. Et alors, il faut toujours que ces 3 points soient ensemble. S'il en manque un, ça ne va plus. Donc le premier point, c'est sortir de sa zone de confort le plus souvent possible. Je crois que ça, tout le monde comprend. Ça ne veut pas dire forcément prendre un risque, mais se mettre un petit peu en danger. Le deuxième point, c'est tracer sa route et se faire confiance. Et le troisième, ils sont tous importants, hein, on pourrait le mettre dans le désordre. Et le troisième point, c'est composer avec la montagne. Il ne faut jamais qu'il en manque un. Et donc, comme finalement, j'ai associé ces 3 points il n'y a pas si longtemps que ça, je le faisais naturellement, et je me suis aperçu qu'en les associant toujours, éternellement, eh bien, du coup, ça permettait de se sentir assez serein dans une activité bien précise. Mais encore une fois, moi, c'est ce que je vis en montagne, et dans la vie, bien sûr, c'est totalement différent. Vous parliez tout à l'heure du stress qu'on peut vivre dans le métro et tout. C'est des choses pour moi qui sont terribles. Et c'est pour ça que, pour moi, le stress est synonyme de quelque chose que je veux fuir à tout prix. On y reviendra. Alors, professeur Barthélémy, le stress, c'est un terme qu'on emploie tout le temps. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, en termes de physiologie, l'organisme est soumis à une contrainte. Donc, moi, je me sens bien dans l'esprit de la mutualité qui a été exprimé au départ, puisque, en fait, tous nos organes sont solidaires et il faut que tout se passe bien entre eux. Et lorsqu'il y a une contrainte extérieure qui arrive, on a une réaction neurologique pour s'adapter, pour être vigilant. C'est la vigilance dont vous parliez. Donc, elle atteint un certain niveau. C'est vrai qu'on a ensuite une série d'hormones qui est sécrétée quand le stress se fait plus intense. Et souvent, le système nerveux autonome est mis en jeu avec des sécrétions d'hormones que vous connaissez bien, notamment l'adrénaline. Et puis, il y a, si on est bien entraîné, si on a bien géré, si on connaît sa partition, comme disait Christophe Profit, on a une autre hormone que vous connaissez moins, mais peut-être que vous retiendrez à la fin de la conférence, c'est l'acétylcholine, qui est une hormone qui permet une gestion sereine des événements et une gestion appropriée. Donc, on a aussi une troisième hormone dont vous avez sûrement entendu parler, qui est le cortisol. Si le stress est vraiment aigu, il peut y avoir une véritable inondation de cortisol. Donc, au point de vue physiologiste, le stress, c'est la réponse à ces hormones qui va entraîner des réponses que l'on ressent, c'est-à-dire qu'il y a l'accélération de la fréquence cardiaque, on peut avoir des tremblements, de la sueur, on peut avoir l'estomac qui se serre un peu. Et tout ça va donner une émotion qui, si elle est dans un contexte négatif, va être considérée comme un stress négatif. Et s'il n'est pas trop intense et que c'est plutôt un défi de réussite, sera plutôt considéré, je pense, comme un stress positif. Donc on est vraiment dans une association entre la pensée et le corps qui ne sont vraiment pas dissociés dans cet aspect de stress. Et sur le plan physiologique, c'est des réactions hormonales que je pense très intenses. Docteur Seguin ? Alors pour ma part, je vais mettre en avant la définition qu'on avait donnée Hans Szilágy. Hans Szilágy, c'était un médecin d'origine autrichienne qui a fait une bonne partie de sa carrière au Canada, à Montréal.
Et en quelque sorte, c'est le père fondateur de la notion de stress. Dans les années 50, il en donnait la définition suivante, je vais vous la livrer telle quelle. Le stress est la réponse non spécifique du corps à toute demande qui lui est faite. Donc là, on voit que c'est une définition extrêmement vaste. Il appelait ça également, ce qui est assez parlant, le syndrome général d'adaptation. Finalement, ça correspond à l'ensemble des moyens physiologiques, physiques, psychologiques également, que va mettre en œuvre une personne pour s'adapter à une situation stressante. Je voulais d'emblée insister sur un point une fois qu'on a dit ça, c'est qu'on voit que le stress n'est aucunement une maladie. En fait, il nous aide à réagir face à une situation donnée. Le stress est donc utile, voire même franchement nécessaire. Docteur Stimès. Merci. Pour ma part, je vais être simple. Je veux dire, pour moi, le stress, c'est une situation qui demande. Le stress est une situation demandeuse de ressources. Quand il y a une situation stressante, c'est qu'il y a une demande de ressources. Et face à cette demande de ressources, soit on a la possibilité d'avoir des ressources pour faire face à cette situation, soit on n'a pas de ressources. Si on a des ressources, il s'agit pour moi d'un stress positif. Dans ces conditions, c'est un challenge où on prend du plaisir. Et si on n'a pas les ressources pour faire face à cette situation, eh bien là, c'est un stress dit négatif. Et pour rejoindre un peu ce qu'on disait tout à l'heure avec Jean-Claude, c'est une contrainte douloureuse. Voilà. Alors, mais le stress apparaît aussi lors des moments heureux ou un petit peu inquiétants. On a cité le mariage, professeur Barthélémy. Ah oui, c'est un problème de gestion. C'est-à-dire que le stress, en fait, c'est la situation nouvelle. Alors, elle peut être négative. Hein, ça peut être le tram qui est passé un peu près de l'épaule. Ça peut être la voiture qui a une rayure, ça peut être des difficultés relationnelles, mais ça peut être aussi un stress positif. On va avoir un enfant, comment il va falloir le gérer, combien de fois on va se lever, est-ce qu'on va bien s'en occuper, on envoie ses enfants à l'université, est-ce qu'on a fait assez, est-ce qu'on s'est bien occupé d'eux. Donc c'est aussi un stress. Alors c'est vrai, l'image de l'apprentissage de la musique, comme disait Christophe Profit, est vraiment excellente. Il faut se préparer, il faut travailler en fait avant que les événements viennent s'imposer pour être prêt et pouvoir les gérer sereinement. Alors, docteur Stimès, le stress, est-ce que c'est nouveau? Non, c'est pas nouveau. Alors, je vais tenter rapidement d'en donner un petit historique, mais sur le plan, on va dire, médical et physiologiste. 1880, c'est Claude Bernard, un physiologiste français de grand renom, qui définit la notion de constance du milieu intérieur. C'est-à-dire que l'organisme est fait de manière à ce qu'il tend en permanence vers un état d'équilibre, et toute situation qu'il vit bouscule cet état d'équilibre, et son organisme tend en permanence à restaurer cet état d'équilibre. Quelques décennies plus tard, 1930, on a un physiologiste nord-américain, Walter Cannon, qui lui parle d'homéostasie. Il introduit ce terme pour décrire cette capacité qu'a l'organisme d'être toujours à une constante, une moyenne. Et il définit pour la première fois la notion de stress, qu'il emprunte, lui, à la mécanique, un terme qu'il emprunte à la contrainte des métaux. Et pour lui, ce stress, cette contrainte, est capable de modifier significativement l'homéostasie et de l'abîmer. Donc on pourrait dire que ça commence vraiment là, quoi, cette notion d'effet négatif, entre guillemets, du stress. Et puis ensuite, toujours quelques décennies plus tard, 1980, on est sur 1950, pardon, Hans Seltz, qui est le physiologiste dont Vincent a parlé, qui est un physiologiste qui a fait ses études à Prague, qui ensuite a travaillé au Canada, et qui, lui, définit ce qu'on appelle l'adaptation, ou le syndrome général d'adaptation. C'est-à-dire que face à une agression, l'organisme réagit, dans un premier temps par un état d'alerte, ensuite, devant la persistance de l'agression, il résiste, et une fois qu'il a fini de résister, c'est-à-dire qu'il est dépassé, à ce moment-là, il y a l'épuisement. Donc, ces trois, périodes ont été décrites par Ansel, et qui a traduit par là, en quelque sorte, les défenses entre guillemets, de l'organisme vis-à-vis des réactions agressives.
Il a défini également 3 manières pour l'organisme de se défendre. Jean-Claude en a parlé tout à l'heure. Tout d'abord, une manière qui fait intervenir un axe cérébral et surrénalien, les glandes surrénales qui sont au-dessus des reins et qui fabriquent la cortisone, le cortisol, donc un axe qu'on appelle corticotrope, qui est un axe humoral. Un deuxième axe de défense dont également a parlé Jean-Claude, qui est le système nerveux autonome, cette espèce de courroie de transmission entre nos cerveaux et notre organisme, qui comporte, on va dire, un frein et un accélérateur, le système orthosympathique accélérateur et le système parasympathique le frein. Est-ce que vous pouvez peut-être détailler un petit peu, mais la mécanique? Alors la mécanique, pour l'axe corticotrope, donc une partie médiane du cerveau qui s'appelle l'hypothalamus et l'hypophyse, qui sécrètent des hormones qui vont alerter en quelque sorte les glandes surrénales au-dessus des reins pour leur dire de fabriquer de la cortisone parce que l'organisme est face à une situation d'agression. Dans le même temps, il met en œuvre, à un régime cette fois-ci plus rapide, le système nerveux autonome. C'est une espèce de boîte noire, en quelque sorte, entre le cerveau et l'ensemble des organes, mais je pense que Jean-Claude m'en parlera de manière beaucoup plus précise que moi. Et cette boîte noire comporte, en quelque sorte, un frein, un accélérateur. Il y a un accélérateur, c'est le système orthosympathique, qui fabrique de l'adrénaline et qui permet de répondre rapidement à une stimulation violente, entre guillemets. Et puis il y a un frein dont le médiateur, Jean-Claude en a parlé, est l'acétylcholine. Et ce frein, lui, permet la récupération. Et il est extrêmement important. Grosso modo, quand on a une voiture qui a 4 freins à disque, c'est mieux que 4 freins à ficelle, quoi. Voilà, donc meilleur est notre système parasympathique et meilleure est notre adaptation, en quelque sorte, notre adaptabilité aux situations. Donc ça date à peu près d'une trentaine d'années. Voilà. Et grosso modo, le modèle reste toujours assez vrai. Ici se rajoute l'immunité. Il y a un aspect important dans la réponse au stress, c'est le système immunitaire. Et le stress chronique abîme le système immunitaire. Ça, on y reviendra. On y reviendra plus tard. Professeur Barthélémy. Je vais prendre la suite logique de ce que vient de nous dire Bruno. En fait, en tant qu'être solidaire, on est solidaire parce qu'il faut que nos organes communiquent bien. Donc il faut une bonne solidarité et le système nerveux autonome gère cet équilibre. Donc en fait, on doit avoir un équilibre de notre organisme entre les différents systèmes, et notamment le système d'alerte aiguë, qui est l'adrénaline, et puis le système de gestion courant, qui est l'acétylcholine. Ça fait 2 fois que je vous dis acétylcholine, donc vous devriez l'avoir retenu bientôt. Et cette gestion courante est vraiment très importante. C'est elle qui va faire qu'on fonctionne bien. Mais quand on est devant une situation aiguë, eh bien, c'est l'adrénaline qui prend le devant. Alors, où sont ces systèmes de mise en alerte? Alors, on sait qu'ils sont dans le tronc cérébral. Alors, vous savez qu'on a le cerveau et la moelle épinière. Et entre les deux, on a une partie neurologique qui les joint, qui est dans le cou. La partie qui joint le cerveau et la moelle épinière s'appelle le tronc cérébral. Et là-dedans, il y a des centres extrêmement importants de la vigilance. Et donc, c'est eux les premiers à se mettre en alerte. Et puis, s'ils ne suffisent pas à régler le stress, eh bien, ils vont alerter des systèmes supérieurs. Et alors, on peut parler des noyaux gris centraux, mais plus particulièrement l'amygdale. Et donc, il y a un nouvel essai de gestion du stress par mise en jeu d'une structure cérébrale supérieure au tronc cérébral. Et puis, si ça ne suffit pas, eh bien, il y a encore un niveau d'alerte supplémentaire. On va alerter le cortex cérébral. Et là, la conscience va être extrêmement aiguë du stress. Donc, on a vraiment différents éléments anatomiques qui sont mis pour se mettre en défense et en communication défense. Donc, on est dans cette structuration progressive de la défense. Très compliqué. Est-ce qu'on peut mesurer le stress? Alors, on peut considérer le système nerveux autonome comme une bonne mère. Donc cette bonne mère, elle va finalement pourvoir à la demande des organes. Ça peut être les muscles, les reins, enfin le cœur, le foie, le pancréas, tous les organes périphériques. Le système nerveux autonome, dans son tronc cérébral, il a un rôle de chef d'orchestre extraordinaire. Il reçoit les demandes des organes
Et la demande, c'est toujours la même, c'est pour ça que je vous dis que ça peut être une bonne mère. La demande des organes qu'on pourrait considérer périphériques, c'est toujours j'ai faim, c'est-à-dire qu'ils veulent plus de sang. Donc le système nerveux autonome, lui, il a un rôle relativement simple. C'est sa puissance, il va être capable d'ouvrir plus largement les vaisseaux de l'organe en état de manque, enfin qui a besoin de sang, qui a besoin de nutrition. Donc il a un rôle vraiment essentiel. Et ça, c'est une petite régulation qu'on vit sans s'en rendre compte, mais qui est très importante. Et cette régulation s'exerce évidemment sur tous les organes. Donc quand la mère reçoit beaucoup de demandes, elle va ouvrir évidemment beaucoup de vaisseaux, et puis elle va accélérer un peu le cœur. Et quand les demandes se font plus rares, eh bien, la mère va ralentir un peu le cœur et puis ouvrir un peu moins les vaisseaux. Et finalement, pour mesurer l'activité du système nerveux autonome, il suffit de mesurer la fréquence cardiaque. Donc si la fréquence cardiaque varie d'un instant à l'autre, c'est que la bonne mère, le système nerveux autonome, est bien capable de recevoir les demandes et est bien capable d'y répondre. Et quand le système nerveux autonome devient un petit peu plus, disons, difficile, un gestionnaire un peu endormi, eh bien, il va répondre beaucoup plus difficilement aux demandes des organes périphériques. Et en mesurant tout simplement la variation de la fréquence cardiaque, on verra qu'elle varie beaucoup moins d'un instant à l'autre. Donc en fait, on a une mesure non invasive de l'activité du système nerveux autonome qui est vraiment extrêmement simple. Et on mesure la variabilité de la fréquence cardiaque. Donc il suffit de se prendre le pouls pour savoir si on est stressé. Alors il suffit de se prendre le pouls. Alors bien sûr, cette variabilité de la fréquence cardiaque, vous savez, on a environ 80 battements par minute, hein, mettons 600 ou 800 millisecondes entre deux battements. Les deux battements suivants vont être séparés par 900 millisecondes, le suivant par 600. Alors vous ne le sentirez pas forcément au pouls. Par contre, si vous avez un électrocardiogramme avec un analyseur de fréquence, là vous l'aurez en temps réel. Et vous verrez, si vous êtes fatigué, votre fréquence cardiaque sera d'une stabilité extraordinaire parce que la maman sera fatiguée et le système nerveux autonome ne travaillera plus. Au contraire, si vous êtes en pleine forme, vous aurez une variabilité cardiaque extraordinaire. Vous prenez un jeune de 15-20 ans, il aura une variabilité extraordinaire vraiment très très puissante qui montre la puissance de sa régulation à gérer les circonstances courantes de tous les jours. Alors docteur Stimès, comment est-ce qu'on réagit au stress ? D'une manière relativement univoque. Il y a deux psychologues américains qui s'appellent Lazarus et Folkman en 1984 qui ont modélisé un petit peu les réactions de stress. Il y a tout d'abord, face à une situation nouvelle, demandeuse de ressources, une évaluation primaire. Menace, pas menace. Pas de menace, pas stress. Menace, une évaluation secondaire. On a ou on n'a pas les ressources pour faire face à cette menace. On a les ressources. C'est un stress positif en quelque sorte. Il n'y a pas d'agression. On arrive à grimper. On arrive à grimper. On n'a pas les ressources. On est coincé sur la paroi. On est mal. Voilà. Alors, Lazarus et Folkman donc, ont fait cette double évaluation. Et ensuite, ils ont regardé un petit peu quelle pouvait être la démarche psychologique en quelque sorte. J'emprunte des propos à Vincent. Et cette démarche, elle est là encore identique à tous les individus. La première sensation, c'est ce que je ressens. C'est ce que je ressens. Alors ce que je ressens, c'est mon corps qui va me le dire tout de suite par le biais du système nerveux autonome. Je suis à l'aise ou je ne suis pas à l'aise. Je ne suis pas à l'aise, j'ai le cœur qui palpite, je commence à hyperventiler, je respire à fréquence élevée, j'ai les doigts moites et les mains moites. Donc ça, c'est ce que je ressens. Après, immédiatement derrière, il y a une réponse qu'on appelle cognitive. C'est ce que je pense. Je vais analyser la situation pour lui trouver une solution adaptée. Et une fois que j'ai fait cette démarche cognitive, il y a la troisième démarche, c'est ce que je fais. Je passe à l'acte. Alors, selon qu'on a des ressources ou pas de ressources face à une situation menaçante, eh bien, on a un stress positif ou négatif. Si on a les ressources, à ce moment-là, ce que je ressens, on se sent bien immédiatement parce qu'on est en phase en quelque sorte avec la situation à laquelle on est confronté. Ce que je pense, eh bien, on biche un petit peu, on se dit tiens, je vais faire comme ceci, je vais faire comme cela. On a une anticipation plaisante en quelque sorte de la situation. Je pense que Christophe doit le ressentir sur certaines verticales. Et puis enfin, on passe à l'acte et on a une gestuelle, on va dire, adaptée.
et on a une gratification et une expérience enrichissante. À l'inverse, si on n'a pas les ressources, immédiatement l'organisme le sent, émotions négatives, anxiété, je ne me sens pas bien, voire colère, frustration, les sensations du système nerveux autonome, l'accélération du pouls, enfin la décharge d'adrénaline, l'accélération du pouls, la sudation, et puis le ce que je pense. Et le ce que je pense, là souvent, il est faussé. Il y a ce qu'on appelle, du fait de ces émotions négatives, une distorsion cognitive, c'est-à-dire un raisonnement faux, ou pas bon. C'est un raisonnement qui n'est pas terrible, ou du moins qui n'est pas adapté à la situation. Et cette distorsion cognitive qui conduit à un raisonnement pas très adapté à la situation, eh bien, elle conduit bien évidemment à une action qui va être pas totalement adaptée, voire pas adaptée du tout. Et là, c'est ce qu'on appelle les conséquences du stress négatif. Donc, outre les conséquences psychocorporelles, il y a les conséquences d'action qui sont, on va dire, un certain loupé. C'est ce qui est étudié dans l'accidentologie en aéronautique. Tout à fait. Alors, on définit, pour répondre à cela, à des stratégies qu'on appelle la stratégie de coping. Donc, tout individu face à une situation de stress réagit déjà par une régulation émotionnelle, c'est-à-dire ce que je ressens. Il cherche à réguler son émotion. Ensuite, il a une résolution de problèmes, c'est-à-dire qu'il pense, il réfléchit pour savoir comment il va attaquer la problématique. Et puis ensuite, il passe à l'acte. Donc, la réaction face à la situation stressante, eh bien, c'est un ensemble, on va dire, d'efforts qui sont émotionnels, de contrôle, qui sont cognitifs, de raisonnement et de pensée, et comportementaux, d'action. Alors, docteur Vincent, comment est-ce qu'on se sent une fois qu'on a été stressé? Quel type de récupération on peut avoir? Alors, la récupération, en gros, elle va surtout dépendre de savoir si on a pu gérer ou pas la situation. Je voulais juste donner peut-être un petit exemple qui peut être assez parlant par rapport à ce que vient de développer Bruno Stimès. On a parlé des 3 phases du stress dont parlait M. Sylla. Il y a la phase d'alarme, la phase de réaction et éventuellement la phase d'épuisement. On prend souvent l'exemple du chat et de la souris. Ça veut dire que si on met une souris face à un chat, la phase, ça va la stresser, hein, la souris elle n'aime pas du tout les chats. Donc la phase d'alarme, ça va lui faire en gros sécréter les hormones dont on parlait, essentiellement l'adrénaline. Et ça va lui permettre d'avoir une réaction. Les 2 réactions qu'elle peut avoir en pratique, c'est soit le combat, mais elle risque de perdre, donc elle ne le choisit pas. La deuxième solution, c'est la fuite, donc elle s'en va en courant, et ça la sauve. Donc ça, elle y arrive une fois. Donc là, elle va juste être un peu fatiguée, la souris, parce qu'elle a couru, mais ça l'a sauvée. Si on imagine qu'on remet juste après un chat sur sa route, elle va peut-être y arriver une 2e fois, une 3e fois, une 4e fois. À la fin, elle va s'épuiser, puis elle se fera manger par le chat. Donc là, c'était juste pour donner un petit exemple peut-être un peu plus parlant. Moi, je dirais en gros que ça dépend du résultat de l'action qu'on a eue. Les gens qui jouent au foot ou qui jouent au tennis, au bout d'un match acharné, par exemple, s'ils gagnent, eh ben, ils se remettront beaucoup plus vite de ce match-là que s'ils l'avaient perdu. Je dirais que c'est un petit peu le même principe pour le stress. Mais professeur Barthélémy, un stress régulier, ça dérègle tout. Je crois que c'est là le problème, c'est-à-dire que, comme le disaient Bruno et Vincent, l'excès d'adrénaline, c'est pas très bon. À 20 ans, on peut supporter beaucoup d'adrénaline parce qu'on a une réserve inépuisable d'acétylcholine pour l'équilibrer en face. Donc c'est toute une question d'équilibre. Mais avec le temps ou la répétition, l'acétylcholine va répondre de plus en plus difficilement et l'adrénaline va nous inonder. Alors les conséquences sont biologiques. On va avoir de l'hypertension artérielle, on va avoir des dérégulations glycémiques, on va avoir de l'obésité. Donc vous savez que des dérèglements du cholestérol. Donc vous me voyez venir avec le vieillissement vasculaire accéléré, quoi. Et puis on a quelque chose de peut-être tout aussi grave, c'est que les vaisseaux, c'est pas juste un tissu qui contient le sang, mais c'est un tissu très vivant. Et ce tissu très vivant, sous l'effet de l'adrénaline, il souffre énormément. Et on en a beaucoup de ce tissu très vivant. Rien que la surface des vaisseaux à l'intérieur, c'est un court de tennis. Donc vous imaginez la production de la surface d'un court de tennis en hormones et différents produits protecteurs. Donc si vous faites souffrir vos vaisseaux, vous allez avoir un vieillissement vasculaire accéléré qui malheureusement atteindra tous les organes. Alors
au fil des années, on sait que les facteurs de risque cardiovasculaire, donc que le stress, va accélérer le vieillissement vasculaire, y compris cérébral. Donc c'est probablement là qu'est le plus gros danger. Et là qu'il faut gérer son stress. Mais, Monsieur Profit, le stress, est-ce que ça peut permettre d'améliorer ses performances? Se mettre la pression? Bien sûr, je pense que le fait d'être très concentré, ça permet de penser exactement à ce que l'on doit faire. On l'a vu tout à l'heure sur les images, sur les drues. Et donc, mais moi, je n'utilise pas le mot stress. C'est pour moi une concentration. Et donc, ben voilà, c'est comme le musicien qui répète ses gammes. Il y a beaucoup de préparation derrière tout ça. Et dès qu'il arrive à un moment très tendu, très difficile, là, on arrive à se mettre dans sa bulle complètement. C'est-à-dire que plus rien n'existe autour. On est complètement concentré. Ça peut arriver aussi bien dans un événement où tout se passe bien, quand on grimpe, mais ça arrive aussi sur quelque chose qui peut être dramatique, par une avalanche. Moi, ça m'est arrivé il y a 2 ans d'être pris dans une avalanche au Tacul, et je savais qu'au bout de cette avalanche, il y avait une crevasse, et qu'en gros, j'allais tomber dedans. Il y avait eu un accident similaire il y a 2 ans avant, et les 2 personnes s'étaient fait engloutir. Et là, il n'y a pas de stress, simplement. Pour moi, le stress, c'est attendre dans un embouteillage. C'est quelque chose de terrible. Ou non, d'arriver en retard à un rendez-vous. Ça, c'est pour moi du stress, alors qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, mais on n'arrive pas à se raisonner, à se dire je peux arriver 5 minutes plus tard, c'est pas possible. On stresse. Mais là, dans mon avalanche de boules, je suis parti, et c'était un truc énorme sur 300 mètres, et je savais qu'elle arrivait dans une crevasse dans laquelle j'arriverais forcément. Et donc, en réalité, c'est presque... Bon, c'est ni un bon ni un mauvais souvenir, il ne s'est rien passé. C'est-à-dire que j'ai essayé de me débattre, de faire le mieux possible, parce que je ne pouvais rien faire d'autre. C'est-à-dire que si je me mettais en situation de ne plus pouvoir agir, donc d'être stressé, je ne serais sans doute pas là. Donc là, j'ai essayé de nager tranquillement, de voir sans... Et finalement, ça se passe très bien. Après, bon, arrive ce qui arrive, c'est la vie, quoi, simplement. Mais donc ça, c'est une situation où il faut donner le mieux de soi-même. Et en grimpant aussi, voilà, à un moment donné, sur une ascension, pas forcément sur un truc dur, hein. On va au Mont Blanc tout simplement avec... moi, je suis guide, ça m'arrive d'emmener des gens là-haut, donc j'emmène un client. À un moment donné, il y a un passage un peu étroit, un peu fin. Mais là, on va se dire, bon, là, il faut faire super gaffe, on y va doucement. On fait attention à chaque pas, quoi. Au moindre geste, on est très sensible. Mais, Dr Stimes, pardon. Est-ce que le stress n'est pas une forme d'apprentissage? Si, c'est une forme d'apprentissage, parce que quand on est face à une situation qui demande là encore des ressources, eh bien, on va chercher dans sa tête, déjà on augmente son attention, on fait attention, on est dans l'instant présent. Comme le disait Christophe, je crois qu'on est quasiment en méditation de pleine conscience, quoi. Je veux dire, on est sur l'instant. Ensuite, on fait le tour de ces apprentissages. Qu'est-ce que je sais faire pour faire face à cette situation? Comment je peux adapter un de mes anciens apprentissages, une de mes expertises, pour faire face à la situation? Donc il y a un travail de recherche intérieure, en quelque sorte, qu'on peut augmenter par diverses techniques dont nous parlerons tout à l'heure. Eh bien, il y a ce travail de recherche d'expertise, et l'ensemble de l'attention combinée, majorée avec les expertises, conduit à ce moment-là à une action efficace, qui donne à la fois une gratification puisque ça marche, et surtout qui rentre dans le stock de nos apprentissages pour une future expérience. Donc on augmente notre performance en enrichissant notre expérience. Mais alors du coup, moi j'ai été pas mal impliqué dans des actions humanitaires. J'ai vu des gens qui étaient dans des situations de guerre, dans des situations de famine, je l'ai même été moi-même, et j'ai vu des gens qui cherchaient et qui n'arrivaient plus à supporter la vie tranquille française et recherchaient désespérément de nouveau cette stimulation, ce stress. Est-ce que, docteur Vincent, on peut être addict? Est-ce qu'on peut être accro au stress? Alors, peut-on devenir addict au stress? Alors moi je dirais oui, essentiellement en fait chez les amateurs de sensations fortes, en gros ceux qui cherchent quasiment à se shooter à l'adrénaline. Alors la grosse différence quand même dans ces situations, c'est que là on a affaire à des individus
qui se placent volontairement dans une situation parfois extrêmement stressante, alors que d'habitude, on ne cherche pas forcément des événements stressants spontanément. C'est l'exemple de James Dean, par exemple, dans La Fureur de vivre. Ça peut être un motard qui va s'amuser à faire une pointe de vitesse incroyable sur une départementale. Il pense maîtriser à peu près tout, mais il n'est pas tout à fait sûr quand même qu'il n'y a pas une voiture qui va arriver ou qu'il n'y a pas une tache d'huile sur le virage d'après. Puisqu'on est un petit peu dans le domaine de l'alpinisme ce soir, ça peut être l'exemple des skieurs extrêmes, par exemple. Tout peut bien se passer, mais il faut éviter la faute de quart, quoi. Ce qu'on constate quand même quand on observe un peu ce type de comportement, puis surtout quand on demande aux gens qui font ça, le plus souvent, quand ça s'est bien passé la première fois, ils attendent qu'une chose, c'est de pouvoir recommencer, assez souvent. On rapproche ce type de comportement de ce qu'on appelle les conduites ordaliques. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, mais l'ordalie, en gros, dans le Moyen-Âge, c'était ce qui faisait appel au jugement divin. Ça veut dire qu'on pense maîtriser quasiment tous les paramètres de la situation dans laquelle on se place, mais il y a quand même assez souvent une toute petite part de hasard, et finalement on va quasiment mettre sa vie en jeu, alors qu'on ne maîtrise pas absolument tout. Je ne sais pas si on peut parler de ça quand on voit Christophe Profit dans la face ouest des Drus. Je pense que vous maîtrisez quasiment tous les paramètres, vous êtes extrêmement entraîné, vous n'êtes pas à l'abri d'une pierre qui tombe au mauvais endroit, au mauvais moment, on ne maîtrise pas tout à fait tout. Non, il y a toujours des incertitudes, mais ça, je voudrais rebondir un peu sur ce que vous disiez à l'instant sur le fait d'être addict à quelque chose. C'est vrai qu'en alpinisme, souvent ma femme me dit quand est-ce que tu vas faire des courses un peu plus tranquilles en alpinisme, et c'est quelque chose que j'arrive pas. C'est-à-dire que j'ai toujours besoin d'aller faire un truc plus dur, c'est comme une drogue, quoi. Et c'est sans fin. Et c'est-à-dire que je ne peux pas m'en passer parce que je sais qu'en arrivant là-haut, la joie sera tellement énorme que inéluctablement elle va me repousser à continuer. Donc c'est un cercle comme ça, et donc je m'en sors jamais en définitive. Alors ce qu'il faut, bien sûr, voilà, c'est la deuxième question, il faut que je fasse hyper gaffe de trouver le juste milieu, ne pas aller trop loin, parce que je suis juste un homme là-haut, quoi. Je suis tout petit en montagne, donc ça c'est pas évident, il faut savoir gérer, mais en tout cas cette addiction, moi je trouve qu'elle est... C'est en même temps terrible, mais en même temps, ça apporte beaucoup de bonheur, parce qu'on se dépasse, on est constamment dans le dépassement, mais réfléchi. Et je sais que, je dirais même, plus les années passent, l'expérience s'accumule. Et ce que je vis en montagne, par exemple, il y a des choses que j'ai vécues ces derniers mois que je n'aurais jamais osé vivre avant, parce que je n'avais pas suffisamment d'expérience. Et là, par exemple, la semaine dernière, j'étais à la face nord du Cervin, on est resté 18 heures avec deux compagnons. Bon, ça a été extraordinaire, on est arrivé au coucher du soleil. Alors bien sûr, je sentais sur leur visage de la fatigue. On arrivait à 19h, il fallait faire toute la descente de nuit. Et sur le moment, on se dit, qu'est-ce qu'on fait là, quoi. Et puis, 2-3 jours après, mon seul souhait, c'est de retourner dans un truc dur. Et c'est pour ça que c'est pas évident pour ma famille et mes proches, quoi. Et puis il faudra peut-être savoir décrocher à un moment, comme les sportifs de haut niveau sont tout à fait décrits, quand ils arrêtent le sport de haut niveau, sont dans des états de dépendance assez sérieux. Mais bon, après, chacun va gérer son stress. Alors, justement, Dr Seguin, est-ce que le stress dépend des personnalités, des individualités? Est-ce qu'il est différent d'une personne à l'autre? Alors, juste un petit mot ici avant, parce qu'on n'en a pas parlé. Je voulais dire que le stress, ça fait partie de la vie de tout un chacun, à tout moment, quoi. Finalement, on est stressé, je dirais même dans la vie intra-utérine, le bébé il peut déjà être stressé si, par exemple, la femme enceinte a des soucis ou je ne sais quoi. Le plus grand stress, finalement, ce serait peut-être celui de la naissance, parce que là, on a affaire à un changement de milieu extrêmement brutal pour le petit bébé, et on peut ressentir du stress jusqu'à la fin de ses jours. Voilà, c'était juste une petite aparté parce qu'on n'avait pas parlé de ça. Alors la personnalité et le stress. Finalement, on a vu dans la définition que le stress, c'était une réaction non spécifique. Donc en fait, directement, ça ne dépend pas de la personnalité. Par contre, là où on n'est pas tous égaux, c'est dans nos capacités de gestion du stress. Là, on n'est pas tout à fait tous égaux. Et en gros, il y a deux types de facteurs qui interviennent là-dessus. On parle des facteurs innés, des facteurs acquis. Alors, les facteurs innés, en gros, c'est les facteurs héréditaires ou génétiques. Alors, ça ne décide pas de tout, mais ça intervient quand même en partie.
ça va déterminer ce qu'on appelle aujourd'hui un seuil de vulnérabilité au stress qui est propre à chacun. Il y a des familles où globalement il y a quand même plus de stressés que d'autres, ça on le sait assez bien aujourd'hui. La deuxième chose qui à mon avis est quand même prépondérante, c'est tout ce qui est de l'ordre de l'acquis, ça veut dire tout ce qui dépend de l'apprentissage, des expériences vécues, de tout ce qu'on a pu connaître en grandissant par exemple. Si on imagine un enfant ou des enfants dont les deux parents sont extrêmement stressés, par exemple pour X raisons, hein, soit de nature, soit parce qu'ils ont des vies très stressantes, bah, les enfants ils vont grandir dans une ambiance peut-être plus anxiogène que d'autres, et ils auront tendance plus facilement à développer une fragilité par rapport au stress. Ça ne veut pas dire systématiquement qu'ils auront des difficultés, mais il y aura quand même une tendance peut-être à gérer les choses un peu plus difficilement. Voilà, donc quand même on n'est pas tous égaux, mais le message c'est aussi que ça peut se modifier finalement quand on y prend garde. Est-ce qu'il y a des cultures, des environnements, des façons de vivre ensemble qui sont plus spécifiquement stressantes, qui font pression sur les individus, d'autres cultures, d'autres systèmes qui accompagnent? Professeur Barthélémy, est-ce qu'il y a des sociétés qui gèrent mieux le stress que d'autres? Des sociétés... exotiques. Ça devient exotique, la Oui. société. C'est vrai que les civilisations ont tout un contexte assez important de pression, quoi. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a bien défini le concept de stress et on s'en plaint volontiers, mais enfin, au Moyen-Âge, la vie était quand même beaucoup plus dure, hein. Donc, on est quand même dans un contexte où la gestion du stress existe. Alors, il y a différentes manières de gérer son stress. Est-ce qu'on aborde déjà... Non, pas encore. Alors, si on n'aborde pas la gestion du stress, les cultures sont effectivement extrêmement différentes. Il y a des cultures où le stress la réussite vis-à-vis du stress n'est pas considérée comme le fait d'un leader de groupe ou d'un leader sociétal, alors que dans nos sociétés très développées, très organisées, le fait de bien résister au stress, de bien le gérer, amène à des positions de leader. Ces positions sont parfois considérées dans certaines sociétés, au contraire, comme des attitudes déviantes. La personne qui veut absolument tout réussir et qui réussit, et tout gérer et qui le gère bien, n'est pas forcément bien supportée dans certaines sociétés. Alors, est-ce que notre société est source de stress, là, la société moderne, Dr Seguin? Est-ce que la façon de vivre occidentale en 2013 génère du stress? C'est une question pas très facile que vous me posez. Je ne pose que des questions faciles. Bon, on entend effectivement dire quand même le plus souvent qu'on n'a jamais été aussi stressé qu'actuellement, que les hommes et les femmes n'ont jamais été aussi tendus qu'en ce moment. Bon, j'ai pas de réponse à apporter, mais quand même quelques petits éléments de réflexion. Et bon, il est vrai qu'on vit à l'époque du capitalisme à tout craint, de la compétitivité permanente, qu'il faut être idéalement parfait en tout. Il faut être parfait dans son travail, il faut être parfait dans sa famille, il faut être parfait avec ses enfants, il faut être parfait avec tout le monde tout le temps. C'est très rare les gens qui arrivent à être parfaits, hein, quand même. On n'en voit pas beaucoup, il y en a certains. Un autre point important quand même qu'il faut souligner à l'heure actuelle, je dirais, c'est qu'on est abreuvé d'informations peut-être beaucoup plus qu'à d'autres périodes. Enfin, je pense à Internet, je pense aux médias, je pense à tout ce qu'on entend toute la journée. Les informations qu'on reçoit, elles sont quand même le plus souvent à teneur négative. On fait souvent, les médias font leur chou gras des catastrophes, de la crise, des guerres, de choses à connotation très négative. Et ça a peut-être tendance à favoriser une ambiance pour le moins morose, ou peut-être même franchement un peu plus difficile. Donc voilà, moi je pense qu'il y a peut-être ça qui entre en cause dans tout ça. Après, finalement, c'est avant tout une question de référence et de relativité, hein. C'est un petit peu ce que disait Jean-Claude. Je ne sais pas du tout si nos grands-parents, qui ont peut-être vécu la période de la guerre mondiale ou des choses comme ça, étaient moins ou plus stressés que nous. Si je caricature encore un peu plus, si on évoque nos ancêtres, l'homme de Néandertal, eux, ils étaient stressés au quotidien parce qu'il fallait trouver de la nourriture pour la tribu tous les jours, et s'ils ne la trouvaient pas, ils avaient faim, ils maigrissaient, et à la fin, la tribu mourait. Donc ça aussi, c'était des stress quand même assez faramineux.
Donc voilà, il faudrait peut-être demander à des gens qui ont vécu les 30 Glorieuses. Il paraît que ça a été la période la plus faste des derniers temps. Mais bon, encore une fois, je n'ai pas de réponse catégorique. Et alors, on associe généralement le stress au monde du travail quand même. Stress et travail, ça va ensemble. Est-ce qu'on peut travailler sans stress, Dr Stimès? Dans un hamac, par exemple. Non, je pense qu'on peut travailler avec du stress positif. C'est parce que le travail, on acquiert de l'expérience, on acquiert des compétences et on s'améliore. Donc je pense qu'il faut le voir sous cet angle-là. Effectivement, on a toujours tendance à penser stress et travail avec stress négatif, la contrainte douloureuse de certaines situations que le professionnel ne sait pas gérer. Alors là, effectivement, il y a des préventions à mettre en place. Mais je ne crois pas qu'on puisse travailler véritablement sans stress au sens générique, puisque le stress, par définition, c'est la mise en face de situations où on a besoin de ressources. L'activité professionnelle fait appel à nos ressources. Donc le stress, il existe obligatoirement dans l'activité professionnelle. Après, il faut veiller à ce que ce stress soit producteur de gratification, d'expérience et de gratification. Il faut effectivement que le professionnel tire plaisir de son activité et s'enrichisse d'expériences nouvelles et limiter au maximum effectivement les expériences délétères de situations où on n'a pas de ressources, où la personne au travail n'a pas de ressources. Et pour cela, donc, il y a des attitudes de prévention. Il y a la prévention primaire, tout d'abord. Je ne sais pas si je peux en parler maintenant. La prévention primaire, donc, qui s'adresse à l'environnement du professionnel. Et là, c'est les modifications de la structure d'activité, les lieux, les sites, les organisations, les protocoles, tout ça, c'est ce qu'on appelle la prévention primaire. Dans un deuxième temps, il y a la prévention secondaire, alors là, qui s'adresse à l'individu. C'est le professionnel qui va modifier son attitude face aux situations professionnelles qu'il va rencontrer. Primaire, on modifie l'environnement. Secondaire, c'est l'individu qui lui-même opère une transformation dans son vécu, qui module sa structure d'analyse des événements professionnels. Ça, c'est la prévention secondaire, et donc qui est utilisée dans tous les organismes de gestion du stress. Et puis enfin, il y a la prévention tertiaire. Alors là, la prévention tertiaire, elle est différente, puisqu'il s'agit là d'un accompagnement d'un personnel en souffrance. Là on est quasiment, je dirais, dans le soutien thérapeutique. Donc voilà, donc primaire, on modifie l'environnement, on l'adapte pour que le professionnel soit plus à l'aise. Et puis secondaire, c'est le professionnel qui modifie sa vision. Alors, on a un peu vu, docteur Barthélémy, quelles étaient les conséquences sur la santé à long terme, mais est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu, par rapport à certaines rumeurs qui parlent d'Alzheimer, qui parlent d'allergie, le rôle du stress dans tout ça? Ouais, l'excès d'adrénaline, c'est-à-dire le stress intense, va diminuer l'activité du bras protecteur du système nerveux autonome. C'est-à-dire qu'on perd son bouclier protecteur et on perd ses régulations. Donc les germes, les virus vont s'en donner à bon cœur et ils vont rentrer beaucoup plus facilement dans le système. Donc on a une influence extrêmement importante de la baisse d'activité du système nerveux autonome, c'est-à-dire du stress intense et prolongé sur les infections. Malheureusement, on a aussi remarqué que l'absence de cette activité protectrice du système nerveux autonome prédisposait au cancer. Et on sait aussi que ça prédispose à la maladie d'Alzheimer qui surviendra plus précocement, 5 à 10 ou 15 ans plus précocement, si on ne soigne pas son système protecteur du système nerveux autonome. Donc c'est un peu terrible, mais d'un autre côté, c'est réjouissant parce qu'on peut essayer de le gérer. On peut essayer de le gérer, oui. Est-ce que donc, le stress a un impact psychiatrique, docteur Seguin? Alors là encore, en fait, le stress n'a pas directement d'impact au niveau psychiatrique. On peut parfois, quand on gère plus son stress ou qu'on est débordé par les stresseurs auxquels on doit faire face, effectivement, là, on peut voir des complications psychiatriques.
Au début, c'est généralement des manifestations assez peu spécifiques. Les gens ils vont se sentir fatigués, ils vont nous dire qu'ils sont crevés, ils vont être anormalement irritables, ils vont perdre un peu leur appétit, ils vont se dérégler en gros. On entend beaucoup parler du burn-out, ça commence comme ça, un burn-out. Après, typiquement, dans les complications qu'on rencontre habituellement, il y a deux grands types de troubles. Il y a ce qu'on appelle les troubles anxieux avérés avec des troubles paniques par exemple, et tout ça, ça fait également le lead de la dépression. C'est quand même un grand pourvoyeur quand on est épuisé, qu'on n'arrive plus à gérer tout ça, de troubles dépressifs avérés qui ont eux-mêmes leur lot de complications. Les risques des dépressions, c'est soit que ça dure, soit le risque de suicide qui est inhérent à ce type de maladie. Donc ça, c'est vrai que c'est quand même des situations qu'on rencontre extrêmement fréquemment en consultation. Là où je trouve les choses parfois un peu difficiles ou un peu dommages, c'est que très souvent on se dit qu'on aurait peut-être pu agir un peu avant que ça aille aussi mal. Voilà, c'était un peu le sens aussi de ce que je voulais dire ce soir. Ben justement, comment on fait? Comment on fait? Encore une fois, il faut venir avant d'aller trop mal. Oui, ben comment on fait pour venir avant? Voilà. Ou ne pas venir vous voir? Comment on fait pour ne pas venir vous voir, même si on est stressé? Donc, comment on fait pour gérer son stress un petit peu mieux? Alors, en théorie, il y a deux manières de faire, parce qu'on a vu qu'en gros, il y a les stresseurs et puis il y a l'individu. Alors, soit on peut essayer d'agir sur les stresseurs par des techniques parfois relativement simples. Si par exemple, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut imaginer? Si par exemple on estime qu'on a des journées beaucoup trop chargées, ça va être des techniques d'organisation peut-être différentes. Des choses comme ça très simples peuvent beaucoup modifier les stresseurs. Si les stresseurs sont immodifiables, ce qui peut arriver, et ben là en théorie on va essayer de s'attaquer à l'individu lui-même. Et là, bon, après on va peut-être redévelopper avec Bruno Stimès, mais on a vraiment des techniques très variées qu'on peut essayer de mettre en place. Ça peut être des techniques de relaxation toutes simples, ça peut être de la sophrologie, ça peut être des thérapies en bonne et due forme. On a dit un mot des thérapies cognitivo-comportementales qui peuvent être intéressantes dans ces cas-là. Après, la vraie question, c'est de trouver la bonne méthode pour tel patient. Je crois que c'est ça la vraie question. Sur Barthélemy? Alors, quand on parle système nerveux autonome, il y a eu beaucoup d'études sur la réaction du système nerveux autonome à l'exercice et à l'entraînement. Et ce qu'on en a observé, c'est qu'on peut regagner énormément de son activité de système nerveux autonome protectrice. Donc, il y a eu des expériences chez des jeunes de 20 ans, chez des gens d'âge moyen de 40-50 ans, chez des sujets âgés de plus de 75 ans. Dans tous les cas, sous l'effet d'un entraînement bien conduit, ça veut dire 2-3 fois par semaine, 20 à 40 minutes, donc c'est gérable dans une vie, on peut placer cette activité. On arrive à gagner 30% de son activité de système nerveux autonome protectrice. Donc c'est considérable. C'est un lien entre la gestion du stress et l'activité physique qui, évidemment, doit être mise à profit. Alors, l'idéal, c'est, comme le disait Vincent, c'est de le mettre à profit préventivement. Avant d'être déprimé, il faut savoir se mettre à l'activité physique. Et je voudrais dire que quand on voit le... Juste un mot, est-ce que vous pouvez décrire quel type d'activité physique, concrètement, ça veut dire? Oui, concrètement, ça veut dire qu'il faut connaître sa fréquence cardiaque maximale. Donc, si on a 60-65 ans, il faut avoir fait une épreuve d'effort chez un professionnel de santé pour voir s'il n'y a pas de risque à reprendre l'activité physique. Mais si vous n'avez pas de risque à reprendre l'activité physique, il faut faire tourner... Un bon moyen, c'est faire tourner son cœur à 65-70% de sa fréquence cardiaque maximale, 20 minutes 3 fois par semaine. Et avec ça, vous gagnez une protection, je le dis, contre l'Alzheimer. Ça a été montré dans le cancer du sein, vous évitez une récidive sur 2 de cancer du sein. Donc ça devient extrêmement important, l'exercice dans ce contexte. Et puis, vous éloignez évidemment le spectre de la dépression. Et je voudrais mettre à profit, pour faire une remarque sur l'addiction, quand je vois Christophe Profit monter les pentes vertigineuses, c'est vrai que ça me donne des frissons. Moi, je suis content qu'il soit addictif à ça. Ça me booste. Si je vois d'autres addictions qui sont des addictions négatives, soit à l'alcool, soit à d'autres substances,
ça ne me booste pas, ça m'attriste. Donc je pense que toutes les addictions ne sont pas les mêmes. Donc je voudrais quand même le dire. Et puis, en dehors de l'activité physique, il y a d'autres solutions. En fait, il y a une autre solution pour stimuler le système nerveux autonome, le parasympathique, comme disait Bruno. C'est une stimulation électrique. Vous savez qu'aujourd'hui, la médecine est extrêmement sophistiquée et on est capable d'implanter des stimulateurs. Et des stimulateurs spécifiques du système nerveux autonome. Alors, c'est encore peu utilisé en Europe, mais c'est déjà utilisé aux États-Unis, et notamment dans les dépressions. Pour vous montrer le lien entre le physique et le mental, eh bien, les gens, peu à peu, au fil des mois et des années, arrivent à sortir progressivement de leur dépression qui résistait au traitement. Donc ce système nerveux autonome, on peut le rebooster, soit par l'activité physique, et soit par la neurostimulation, mais c'est quand même plus difficile et plus rare. Mais l'activité physique bien conduite, c'est vraiment un outil de santé physique et mentale extraordinaire. Oui, qu'on s'entende bien, l'activité physique, c'est pas grimper les drues tous les dimanches. Hein. Je ne sais pas quelle est votre fréquence cardiaque, Christophe, quand vous êtes sur une pente. Quand j'avais fait le film sur la trilogie, il y avait une petite recherche à ce niveau-là. Bon, c'est sûr, dès que ça montait un peu, on voyait que sur des passages très durs, j'étais un peu tendu, donc du coup ça montait tout de suite. Et après, ça avait un rythme régulier, mais on le voyait très bien sur une phase. Par exemple, ils avaient fait ça dans la phase Nordliger, où il y avait certains passages très expos, où il y avait des bouchons de neige, et tout de suite on voyait que là ça montait. Oh, ça montait, c'était pas non plus, je sais pas, ça devait monter à 120, 130, c'était pas énorme, mais ça montait, quoi. Puis après, c'était plus calme. C'est ce qu'il faut, c'est ça. Alors, les TCC, docteur Seguin, les fameuses thérapies cognitivo-comportementales. Oui, un petit mot là-dessus. Je vais essayer de ne pas être trop technique parce que ça va être un peu barbant. Ce qu'il faut souligner quand même, c'est que les TCC, c'est un courant psychothérapeutique qui s'est pas mal développé essentiellement aux États-Unis initialement et au Canada dans les années 70-80 et qui peu à peu sont arrivés en Europe. C'est des thérapies qui sont basées sur les théories de l'apprentissage et sur les théories du traitement de l'information. Donc ça a des supports assez théoriques assez forts. Il ne faut pas l'opposer à la psychanalyse. Il y a des querelles de clocher très souvent en psychiatrie, mais enfin en l'occurrence, il faut surtout voir que c'est surtout complémentaire. C'est des thérapies qui sont centrées sur l'ici et maintenant. Ça veut dire qu'en gros, on ne cherche pas forcément à comprendre d'où vient le problème. Le patient vient nous voir pour un type de souci qui le gêne particulièrement à l'heure actuelle. On essaie en gros de voir avec lui qu'est-ce qu'il peut mettre en place assez rapidement pour qu'idéalement ça s'améliore. En gros, c'est l'objectif de ce type de thérapie. Alors après, comment ça marche ? C'est assez agréable pour les médecins ou les thérapeutes parce qu'en gros, c'est le patient qui travaille, c'est pas le médecin. La partie la plus importante, c'est ce qu'on fait les 2-3 premières consultations, c'est de cibler le problème en fait. Qu'est-ce qui se passe ? On fait une analyse fonctionnelle. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé ? Comment le problème s'est installé ? Qu'est-ce qui fait que ça perdure ? Qu'est-ce qui pourrait l'améliorer, par exemple ? On met ça noir sur blanc sur du papier avec le patient. Et à partir de ça, on va élaborer un programme de thérapie avec des objectifs. On va se fixer des objectifs qui ne soient pas forcément trop élevés parce que généralement on n'y arrive pas, donc des objectifs raisonnables. On va fixer un nombre de séances, c'est complètement indicatif, hein. Ça peut être 10 séances, ça peut être 20 séances, ça peut être plus long, ça dépend complètement de la situation. Et entre les consultations, c'est le patient qui travaille, comme je le disais, on lui donne des tâches. Et dans ces tâches, en gros, on lui demande de s'exposer généralement à ce qui le gêne. Donc si par exemple, je ne sais pas, on peut imaginer, j'avais une patiente qui avait une phobie assez curieuse de la poupée Barbie. En fait, elle venait me consulter, adressée par son généraliste pour une dépression. En prenant le temps avec elle, c'était pas tant qu'elle était déprimée, c'est qu'elle n'arrivait plus à faire les babysitting qu'elle faisait, parce qu'elle déclenchait une attaque de panique quand elle était en présence de la poupée Barbie de la petite fille qu'elle gardait. Donc elle n'avait plus d'argent parce qu'elle évitait les babysitting en fait, et ça créait des conflits avec sa mère qui ne voulait pas lui donner de l'argent. Donc voilà, pour dire que ça, pour comprendre ça, des fois il faut 1 ou 2 consultations. Puis ce qu'on avait fait avec cette patiente, c'est qu'on l'avait réexposée d'abord en la relaxant, on la relaxe, on lui apprend à se relaxer dans le bureau de consultation, on lui demande en imagination par exemple
d'imaginer toucher une poupée Barbie, des choses comme ça, jusqu'à ce que l'angoisse descende progressivement à chaque fois. On l'entraîne à ça, en fait. Elle réapprend finalement progressivement ça. Les étapes suivantes, ça avait été, qu'est-ce qu'on avait fait? Elle m'avait amené un papier représentant une poupée Barbie. Après, c'était carrément, on avait dit, la fin de la thérapie, ce sera quand vous arriverez à acheter une poupée Barbie et à me l'amener. Donc ça s'était terminé comme ça. Et finalement, en attaquant ce problème-là, on avait réglé le problème de dépression. Donc voilà, plus que des explications très techniques sur les TCC, c'est pour vous donner une image de ce que ça peut être. Il faut savoir pour les patients qu'il faut une motivation qui est très importante. Souvent, on attend que ce soit le médecin qui fasse le boulot. On est là pour guider les choses, essayer de comprendre où est-ce qu'il faut aller. Mais après, c'est réellement le patient qui doit travailler. Et s'il n'a pas une motivation importante, souvent on se casse la gueule et on perd un peu, enfin le patient perd son temps quand c'est le cas. Il y a d'autres techniques, des techniques psychocorporelles, docteur Stimès? Oui, alors je vais demander une diapositive, là, si je peux la voir, pour montrer un petit peu l'intérêt de la liaison corps-esprit. A priori, je ne l'ai pas. Ah si, voilà. Alors j'ai choisi cette diapo qui est tirée d'un manuel de yoga de Lionel Coudron, qui est un des papes du yoga thérapeutique, et qui illustre bien, dans cette civilisation plurimillénaire qu'est la civilisation hindoue, la relation qui existe dans la conception du corps entre d'un côté les pensées, les émotions et de l'autre côté la conscience et le corps physique. En effet, dans ce schéma, vous voyez que l'individu, son corps physique, c'est un chariot, sa conscience, c'est le passager, et il est conduit sur les chemins caillouteux de l'existence par des chevaux qui sont représentés comme les émotions et le cocher comme les pensées. Et vous concevez dans ce schéma que le sol qui est caillouteux et inégal, eh bien, si le cocher maîtrise mal ses chevaux, que les chevaux sont fougueux et vont de droite et de gauche, eh bien, le chariot est mis à mal et va casser un essieu qui va conduire le corps physique à l'hôpital. Et de la même manière, la conscience, qui est le passager du chariot, s'il est trop secoué, eh bien, il finit à l'hôpital psychiatrique. Donc, des pensées et des émotions en harmonie, ça ménage le corps et l'esprit, donc sur ce chemin caillouteux de l'existence. Et c'est sur cette base d'unité corps-esprit que je souhaite parler de manière tout à fait non exhaustive des techniques psychocorporelles. Alors, ces techniques psychocorporelles, on peut en faire 3 volets. Un premier volet que j'appellerais technique ventilatoire et posturale. Alors je ne vais pas détailler le yoga, le qigong, le tai chi chuan, qui sont des techniques extrêmement efficaces. Je vais simplement parler un peu rapidement de la relaxation musculaire. Donc les techniques de relaxation musculaire ont été mises en pratique essentiellement en 1980 par un médecin qui s'appelle Jacobson et qui part du principe que lorsqu'il y a contraction musculaire, il y a contrainte cérébrale, et quand il y a relâchement musculaire, il y a détente émotionnelle. Donc, il crée un réflexe conditionné, contraction-décontraction, avec un travail analogique, en quelque sorte, qui va se faire au niveau du cerveau. Donc, c'est une technique de relaxation qui est très efficace et qui est bien validée. À côté de la relaxation musculaire, il y a une technique dont on entend parler actuellement qui s'appelle la cohérence cardiaque. Alors, c'est un peu vulgarisé. À quoi ça correspond? Alors là, je vais parler un peu sous l'autorité de Jean-Claude, notre physiologiste. La cohérence cardiaque, c'est un état. C'est un état où la variabilité de la fréquence cardiaque. Jean-Claude vous avait dit tout à l'heure que notre cœur il n'est pas régulier. Chaque battement est séparé par 800, puis 750, puis 880, puis 830 millisecondes. Enfin, donc, cette variabilité de la fréquence cardiaque, elle est anarchique. Et elle peut devenir régulière, harmonieuse et emprunter une forme sinusoïdale dans un cas particulier lorsque l'on respire à une fréquence basse, à une cadence de 6 coups par minute, en privilégiant le temps expiratoire par rapport au temps expiratoire. Pourquoi privilégier le temps expiratoire? Parce que lorsque l'on expire, on stimule notre système parasympathique, qui est le système, en quelque sorte, de défense, de récupération. C'est le système qui
renforce notre organisme. Donc on privilégie le temps expiratoire. Que se passe-t-il lorsqu'on respire à 6 coups par minute? Eh bien, on somme 2 réflexes. Il y a un réflexe physiologique qui s'appelle le baroréflexe, qui est une variation de la fréquence cardiaque en fonction de la pression dans les gros vaisseaux. Et puis, il y a un autre réflexe qui s'appelle l'arythmie sinusale respiratoire, qui est la modification de la fréquence cardiaque en fonction de la ventilation. Et lorsque l'on somme ces 2 réflexes, en ventilant à 6 coups minute, eh bien, on a cette variation sinusoïdale de la fréquence cardiaque, de la variabilité de la fréquence cardiaque. Cet effet s'appelle l'effet Vachilot, du nom d'un chercheur soviétique. Cet effet Vachilot donc, permet de mettre en évidence la capacité de notre système nerveux autonome à être fluide en quelque sorte. Plus ces sinusoïdes sont importantes, plus en quelque sorte cette variabilité de fréquence cardiaque est importante, et bien plus la balance entre notre système d'alerte orthosympathique et notre système de repos parasympathique, cette balance est importante. Donc ça permet de voir déjà, en faisant cet exercice et en mesurant avec les critères qu'a énoncé tout à l'heure Jean-Claude, avec ces machines, eh bien on arrive à mesurer en quelque sorte la capacité de réponse de notre système nerveux neurovégétatif. Mais également et surtout, cet état de cohérence cardiaque, lorsqu'on le pratique, eh bien, améliore la fluidité et l'harmonie de réponse ortho-parasympathique. Donc, on se fait du bien, entre guillemets, on fait du bien à notre organisme en pratiquant ce style de ventilation. Idéalement, il faudrait le faire, on va dire, 3 ou 4 fois par jour, quelques minutes par jour. Voilà, donc cette cohérence cardiaque est une technique validée, efficace pour améliorer la fluidité de notre système nerveux autonome, donc de notre régulation émotionnelle, parce qu'il y a une interrelation vraiment mise en évidence entre notre capacité à réguler nos émotions et le tonus de ce système parasympathique et la fluidité, en quelque sorte la fluidité de ces 2 pédales frein-accélérateur. À côté de ces techniques dites ventilatoires et posturales, il y a 2 autres techniques qui me paraissent importantes. C'est les techniques de libération émotionnelle. Donc, il y en a une qui a été introduite il y a 2 décennies par Servan-Schreiber quand il est revenu des États-Unis. C'est une technique qui s'appelle l'EMDR. C'est une technique de désensibilisation des souvenirs dysfonctionnels par les mouvements oculaires et de reprogrammation des souvenirs dysfonctionnels. Alors, qu'est-ce que c'est? Lorsqu'on subit une agression ou lorsqu'on est stressé, mais négativement, eh bien, on a une capacité cérébrale à traiter de manière harmonieuse l'information de ce stress. Et lorsque ce stress est trop difficile, en quelque sorte, il y a un blocage de cette capacité adaptative des circuits neuronaux. Et une psychologue américaine qui s'appelle Francine Shapiro, en 1983, a fait une découverte sur elle-même, en regardant un match de tennis. Les mouvements de ses yeux lui permettaient de moins ressentir douloureusement une expérience négative. Elle avait eu elle s'était branchée, on va dire, avec son chef de service, et puis elle était excédée. Et la douleur qu'elle avait en pensant à cette agression, eh bien, disparaissait, ou du moins s'améliorait avec les mouvements oculaires en regardant le match de tennis. Donc, elle a fait cette description princeps. Ensuite, elle l'a validée au cours d'une thèse qui était reconnue, qui a été primée aux États-Unis. Et elle a développé donc un outil de désensibilisation des souvenirs agressifs et dysfonctionnels. Et dans un deuxième temps, ces mouvements oculaires, qu'elle appelle donc stimulation hémisphérique alternative, eh bien, ces mouvements oculaires peuvent permettre de retraiter, c'est-à-dire que non seulement on désensibilise le phénomène douloureux, le souvenir douloureux, mais également on le retraite, on le retransforme de manière à l'intégrer dans la bibliothèque de souvenirs de notre organisme comme un événement, entre guillemets, normal. Donc cette technique de MDR est une technique validée. C'est une technique qui est reconnue par la Haute Autorité de Santé dans le traitement du syndrome post-traumatique. Il existe donc un syndrome particulier qu'on appelle le syndrome post-traumatique. Lorsque quelqu'un a subi une agression extrêmement violente, eh bien, il n'a pas pu la digérer, en quelque sorte. Elle reste marquée.
Et cette agression est responsable de symptômes qui sont l'intrusion, c'est-à-dire on y pense tout le temps, de souvenirs dysfonctionnels, c'est-à-dire quand on voit une situation qui s'apparente peu ou prou de manière inconsciente à la situation qu'on a vécue, on a des rappels d'angoisse. Donc ça c'est l'intrusion. L'évitement, on cherche à éviter la situation ou tout ce qui rappelle cette situation. Et puis, ce qu'on appelle l'hypervigilance, c'est-à-dire qu'on est en permanence sur le qui-vive après cette agression. Eh bien, le MDR est un traitement préconisé par la Haute Autorité de Santé en première intention dans ce syndrome post-traumatique. Un deuxième traitement qui s'appelle l'EFT, qui est une technique qui vient également des États-Unis. C'est une technique d'acupuncture ou d'acupressure qui traite l'agression, les souvenirs dysfonctionnels par un tapotage de points d'acupuncture. C'est une technique qui a été mise au point par un chercheur aux États-Unis qui s'appelle Gary Gregg, et a été expérimentée essentiellement chez les vétérans, donc les soldats américains qui sont rentrés des guerres du Vietnam, du Golfe et d'Irak et d'Iran, avec des résultats très intéressants et semble-t-il superposables aux thérapies, aux psychothérapies. Donc voilà, je voulais faire une place assez importante à ces techniques de libération émotionnelle. Puis pour finir très rapidement, alors sophrologie, je ne vais pas m'étendre dessus parce que je ne suis pas sophrologue, technique d'hypnose, d'hypnothérapie. Et il y a juste une technique que je voudrais tout de même peut-être citer de manière un peu plus importante, c'est la méditation de pleine conscience. Parce que c'est une technique qui a été mise en place aux États-Unis donc par Ron Sabatkin dans les années 80. Et c'est un programme, en quelque sorte, de méditation de pleine conscience qui s'appelle le programme MBSR, de réduction du stress par la mindfulness. La mindfulness, c'est la méditation de pleine conscience. Et ce programme, donc, dans sa structure, est totalement validé et a été expérimenté principalement chez des étudiants pour le passage des examens et montre son succès. Il y a une diminution franche du stress par ce style de pratique. Voilà, donc des pratiques psychocorporelles, il y en a une tripotée. J'en ai cité que quelques-unes, mais qui me paraissent importantes et qui sont celles qu'on développe dans le cadre de notre programme de gestion du stress. Voilà. Professeur Barthélémy, donc, à part les bêta-bloquants qu'on donne aussi en amont des examens, quelles autres possibilités thérapeutiques ou préventives du stress? Alors, je pense que demain, il va y avoir 800 personnes qui vont aller acheter des bâtons de marche nordique. Donc, il faudra vous inscrire parce que je ne suis pas sûr qu'il y ait un stock de 800 paires de bâtons à Saint-Étienne. Mais ça serait bien. Et puis, je pense que les équilibristes que nous sommes tous des équilibristes. Ce n'est pas Christophe qui me contredirait. On a vraiment besoin de renforcer son système nerveux autonome. Et c'est vrai que ce qui est assez intéressant, c'est que la force de l'esprit sur ce système nerveux est quand même extraordinaire. Soit en prévention par notre activité physique, soit dans le soin avec la thérapie cognitivo-comportementale. Et cette force de l'esprit se voit aussi dans la psychanalyse qui arrive aussi à gérer en explorant toutes les possibilités, les difficultés des choix passés ou à venir. On arrive à gérer son corps et à le rendre extrêmement serein. Et on arrive à des situations, après ses soins, après ses précautions ou après ses activités physiques intenses, on arrive à un point où on peut se dire finalement c'est pas grave. Oui, c'est un petit peu le mot de la fin que vous voulez donner à Christophe Profit. Le stress, finalement, ça va de l'excitation motivante à l'angoisse complètement paralysante. Mais est-ce que, finalement, la peur du stress n'est pas plus dangereuse que le stress en lui-même ? Oui, ça, la peur du stress, justement, c'est ce qui se passe avant. Ça peut être terrible, parce que justement, on angoisse énormément, on se pose plein de questions. Bien sûr, c'est justement, souvent, d'ailleurs, moi, quand je pars faire une course, la peur, elle se fait avant de partir. Après, pendant, c'est quasiment oublié. Et c'est vrai que les heures les plus dures, c'est souvent la veille, quelques heures avant. Souvent, on ne dort pas bien la nuit qui précède une course. Et même pour des courses faciles, à chaque fois que je vais en montagne,
Souvent, d'ailleurs, mes enfants me disent le matin, tu fais bien attention, ils sont bien conscients aussi des risques. Et ce qui est un peu pénible à vivre, c'est pas... Une fois qu'on est dans la course, on est lancé. C'est comme quand on arrive au pied d'une paroi, qu'on a franchi la rimée. Après, on est dans l'histoire, on est dans sa bulle. Mais le plus dur, finalement, c'est même la marge d'approche. Souvent, on entend parler de mal des montagnes, ou ben c'est ça, hein, c'est un peu du stress. Des gens qui, à un moment donné, arrivent, font leur marge d'approche tranquillement, puis commencent à cogiter, puis vont arriver au pied. Moi, ça m'est arrivé, hein, ça m'arrivera encore. À force d'avoir cogité, on se dit, ben non, c'est pas le jour, il ne faut pas y aller. Donc, ben, c'est ça aussi, c'est pas grave, quoi. C'est juste normal, c'est qu'on arrive un peu à se connaître. Et ben, je dirais, il faut l'accepter. Et je crois qu'aussi, en l'acceptant, il faut aussi essayer de... C'est un peu ce que je regrette dans ce que l'on vit un peu dans notre société, c'est qu'on ne travaille pas assez ses instincts. Moi, je trouve que c'est très important de travailler au maximum ses instincts. C'est d'ailleurs pour ça un peu que j'aime bien la technologie, mais parfois je trouve que ça va un peu trop loin. Et c'est vrai que un exemple important pour moi d'instinct, c'est quand je suis en montagne, par exemple. Maintenant, quand on a un GPS, sur un GPS, on ne peut jamais se perdre. On sait exactement l'endroit où on est. Et justement, moi, ce que j'apprécie beaucoup en montagne, j'ai toujours une boussole, bien sûr, mais jamais de GPS. Et forcément, à un moment donné, quand je suis dans le brouillard, il arrive un moment où j'ai un doute. Je ne peux pas savoir au mètre près où je suis. Et pour moi, ça, c'est une richesse. C'est-à-dire de savoir que j'ai un doute. Donc, après, c'est une aventure qui se crée avec les compagnons avec lesquels on est. Je leur dis, ben là, voilà, je sais à peu près où on est, mais c'est pas aussi précis qu'un GPS. Et finalement, du coup, on travaille ses instincts, et à force de les travailler, eh bien, on arrive finalement à combattre plus facilement ce stress et à prendre beaucoup de recul. Et puis aussi, je trouve ce qui est dommage sur ce que l'on vit un peu en ce moment, c'est qu'on est tenté de suivre, parce qu'il faut, c'est un rouleau compresseur, la société, d'aller dans le même sens. Et moi, souvent, je me suis rendu compte que pour me préserver, je devais aller dans le sens opposé. C'est terrible à dire ça, mais c'est un peu vrai. On prend par exemple le fameux exemple du principe de précaution, qui est terrible. Et je m'aperçois que si nous, en tant que guide, on le respectait à la lettre, on ne serait jamais en montagne. Donc, cette société nous pousse à ça. Moi, j'ai un exemple comme ça. J'étais parti en 2007 avec une personne à la façon de Lager. C'était tout blanc, il avait énormément neigé. Puis à un moment donné, dans la paroi, je me suis dit, bon, Christophe, tu es peut-être allé un peu trop loin, qu'est-ce que tu fais là? Tu aurais pu attendre 15 jours que ça se stabilise. Et heureusement que je suis parti, parce que pour moi, ça a été une aventure avec mon client extraordinaire. Moi, j'y allais pour la 10e fois et j'avais envie que cette aventure soit un peu une espèce de challenge, quoi. Et donc, voilà. Donc, pour moi, c'est un petit peu la conclusion. C'est son instinct, c'est tellement important et je crois que c'est quand même une chose qui nous sauve, c'est celui-là, quoi. Oui, c'est une belle leçon de maîtrise. Merci. Je pense qu'on doit en tirer tous une grande leçon. Alors, je vous rappelle que dans vos dossiers, vous avez des petits cartons avec vous pouvez poser des questions par écrit, ce qui permet d'éviter d'avoir 800 personnes qui se lèvent en même temps, tout en donnant la parole quand même au maximum d'entre vous. Donc, si vous pouvez écrire vos questions pour les différents intervenants, qu'au passage, je remercie très chaleureusement d'avoir supporté le stress. Alors, Christophe Profit, c'est même pas la peine, lui, il était en parfait état. Le professeur Barthélémy, Stimès et Dr Vincent. Il y a déjà quelques questions. Merci. Les médicaments sur le stress, c'est vous? D'accord. Le psoriasis. On peut passer, hein. Bon, d'accord. Alors ça, c'est une réponse. Hein.
Ok, très bien. Alors, j'ai une première question sur, y a-t-il des médicaments pour le stress? Docteur Vincent. Alors, des médicaments pour le stress, non. Effectivement, il y a, comme dit M. Barthélémy, il y a les bâtons. Hein, ça marche bien. Plus sérieusement, il y a beaucoup de choses à dire hein, sur les traitements et le stress. Bon, on sait qu'en France, on consomme énormément de psychotropes, des antidépresseurs, des anxiolytiques, tout ce qu'on veut. C'est des médicaments qui peuvent être très utiles et très efficaces. En fait, en gros, quand ils sont prescrits à bon escient, il y a une erreur qui est, je pense, encore régulièrement commise, c'est de prescrire des anxiolytiques. Donc, c'est des médicaments du type Xanax, Lysanxia, Lexomil, enfin, il y en a des dizaines et des dizaines, à chaque fois qu'on stresse un peu trop. Parce qu'en gros, ça va marcher sur le moment, on va être un peu moins tendu, on va être un peu apaisé, mais c'est comme si on mettait un couvercle sur une marmite, quoi. On ne s'attaque absolument pas en fait, au fond du problème. Donc là-dessus, je crois qu'il faut être extrêmement vigilant. Je pense que c'est parfois prescrit un peu facilement pour ça, et c'est finalement pas du tout ce qu'il y a de plus efficace à moyen ou long terme. Le deuxième problème de ce type de traitement, c'est qu'ils font partie des médicaments qui créent des accoutumances parfois assez sérieuses et dont il est parfois bien difficile de se défaire. Hein. Quand il y a des patients qui en prennent depuis des années parce que ça n'a pas été forcément prescrit à bon escient, c'est vrai que c'est un peu gênant. Les traitements, en gros, il faut les réserver un peu comme je disais tout à l'heure, quand on en est déjà malheureusement au stade des complications. Là, il faut traiter médicaments le plus souvent. Mais enfin, en tout cas, auparavant, non. Auparavant, il faut plutôt utiliser des techniques, des règles de vie. Hein. Ça peut être le sport, ça peut être limiter les toxiques, l'alcool, etc. Ça fait déjà le plus grand bien. Peut-être apprendre les techniques dont on parlait aussi tout à l'heure. Je pense que ce sera beaucoup plus efficace que d'utiliser des traitements dans ces cas-là. Après, je n'ai pas compris si la question c'était peut-être aussi, je pensais au stress, par exemple, avant les examens ou avant des choses comme ça. Il y a des stimulants, etc., type Guronzan et compagnie. Je crois qu'il faut être très clair, il ne faut surtout pas en prendre. Hein. Voilà. C'est beaucoup trop excitant, ça fait beaucoup plus de dégâts, ça ne rend pas plus intelligent et ça ne marche pas bien. Je suis sûr qu'ils vont suivre ce conseil, j'en suis certain. Beaucoup de questions sur en quoi le stress est-il un problème de santé publique? Énormément de questions. Qui se sent de taille pour répondre à ces... Le stress est un problème de santé publique parce qu'il a une interaction négative dans son application chronique au système nerveux autonome. Et il use le système nerveux autonome. Et comme l'a dit Jean-Claude, les conséquences cardiovasculaires sont majeures. Les conséquences sur l'hypertension, le diabète, la surcharge pondérale, le vieillissement vasculaire. Le vieillissement vasculaire touche toute la microcirculation, les artères rénales, les artères cardiaques et les artères cérébrales. Donc effectivement, mieux vivre le stress, c'est-à-dire le vivre avec des ressources ou modifier l'angle d'attaque, est vraiment un problème de santé publique. De par ses conséquences aussi qui étaient décrites sur la pathologie cardiovasculaire. Oui. Merci. Alors, le rire est-il un remède contre le stress? Je pense que la réponse, elle est dans la question. Tout à fait. Une autre série de questions sur les neurones miroirs. Le stress est-il communicatif dans une société? Les neurones miroirs de Rosaletti, je crois qu'il y a un très bel ouvrage d'ailleurs là-dessus. Je crois qu'effectivement, dans la mesure où déjà du point de vue gestuel, on a tendance à se mettre en phase avec la personne qui est en face de nous, hein, de la même manière, il y a une perception, on va dire, intuitive de l'état émotionnel de la personne qui est en face de nous, et on va se mettre en harmonie, entre guillemets, on va avoir une tendance spontanée par l'intermédiaire de ces neurones miroirs, à se mettre en harmonie avec la personne qui est en face de nous. Et si cette dernière a une émotion palpable, eh bien on a tendance à être en communication. C'est une tendance. Alors, beaucoup de questions aussi sur je vais mieux pendant les vacances, mon diabète est traité, tout. Est-ce que c'est directement imputable à l'absence de stress? Oui, assez directement. La baisse de toutes ces hormones
de vigilance, et en particulier l'adrénaline, sont excellentes. Et on dort mieux, avec un bénéfice double, puisque ça renforce encore l'activité du système nerveux autonome protectrice. On mange évidemment mieux, plus lentement. C'est vrai que le système nerveux autonome profite de toutes ces interventions et de toute cette protection liée à l'éloignement du stress. Alors, j'ai une série, je suis désolé, là, je me noie un petit peu entre les questions, une série de questions qui imputent, est-ce que la fibromyalgie est liée au stress? Est-ce que les maladies auto-immunes sont liées au stress? Est-ce que le stress chronique abîme le système immunitaire? Est-ce que c'est pas trop tard? Bref, toutes ces pathologies, y a-t-il un lien épidémiologique clair avec la notion de stress? Alors c'est vrai que tout ce que vous avez cité a un lien avec le stress. Maintenant, pour ce qui concerne la fibromyalgie, on n'a pas trouvé de solution. Et malgré la gestion du stress, même si on arrive à limiter un peu les douleurs, on n'a pas de traitement. Donc c'est vraiment quelque chose qui est difficile à traiter. Un petit clin d'œil, quand on sait ce que vous savez, est-ce qu'on évite les situations de stress et vous appliquez-vous les méthodes à vous-même? Oui. C'est pour ça qu'on est sur scène aujourd'hui, c'est ça? Et qu'on va rentrer à 1h du matin et qu'on sait pas, avec la grève de train, comment ça va se passer. Quelques questions sur le stress au travail. Quels moyens pour sensibiliser les chefs d'entreprise au stress et promouvoir les outils de gestion du stress au travail? Relaxation, cohérence cardiaque, méditation, sieste. Ah, mais la sieste est physiologique. La sieste est un élément physiologique. En Espagne, sur le lieu de travail, il y a des possibilités de faire la sieste. Alors, par rapport au monde du travail, enfin, je crois que Bruno en a déjà pas mal parlé tout à l'heure, mais moi je voulais juste souligner quand même qu'il y a certaines techniques de management à l'heure actuelle qui font quand même pas mal, à mon avis, de dégâts. Il y a notamment, alors je ne sais plus comment ça s'appelait, je crois que c'était le benchmarking, non, je ne sais pas si ça vous parle ça. C'est des techniques de management assez récentes où en gros les employés d'une même entreprise sont mis en compétition en permanence et puis à chaque fois il y a quelqu'un qui est élu meilleur employé, puis le dernier en gros il est renvoyé. Là où ça pose problème, c'est que ça part du principe qu'on serait plus efficace en gros pour l'entreprise si on est sous tension. Le problème, c'est qu'il y a peut-être quelques individus avec lesquels ça fonctionne, mais je ne crois pas du tout à ma connaissance que ce soit démontré pour l'ensemble des gens. Alors je dirais, essayer de sensibiliser les patrons à ce type de problème, oui, mais si vous avez un patron qui d'emblée utilise ce type de technique de management, il va être un petit peu embêté, je pense. Voilà, mais enfin clairement, il y a vraiment du travail à faire de ce côté-là, ouais. Non, vous avez raison de souligner ces nouvelles méthodes de management qui exigent une recomposition totale du paysage tous les 5 ans pour éviter les créations de citadelles et qui déstabilisent profondément tous les salariés et engendrent ces situations de stress. Ouais, tout à fait. Alors pourquoi, quand on est angoissé, stressé, on a mal au ventre? Ah, c'est une question. C'est une question à laquelle on peut répondre facilement en observant un enfant, c'est-à-dire que l'angoisse chez lui se traduit par une douleur abdominale. Un enfant qui a du stress, il a mal au ventre. On a un système nerveux autonome qui sait tout ce qui se passe dans l'organisme. Il n'ignore rien d'aucune cellule. Mais inversement, il innerve toutes les cellules. Et le tube digestif est richement innervé. Et donc quand on a un stress, beaucoup d'adrénaline, les vaisseaux vont se fermer, hein, et ça va faire très très mal. L'intestin va se replier sur lui-même, il va se contracter, il y aura des spasmes. Donc il y a une relation extrêmement forte entre le stress et les douleurs abdominales. Oui. Alors, il y a des questions sur est-ce que le jeu sur ordinateur ne favorise pas le stress? Est-ce que les ondes magnétiques, Wi-Fi et autres, favorisent le stress? Est-ce que... Je ne pense pas que ce soit démontré. Hein. Rien vu dans la littérature d'interrelation entre ni le système nerveux autonome ni le stress et puis ce style de phénomène. Pour l'instant, on n'a rien vu passer. Les jeux sur ordinateur, jeux vidéo? Non, on ne peut pas dire que ça soit un facteur de stress. Après, l'abus
l'abus, c'est l'abus, quoi. Mais autrement, un jeu vidéo, c'est un jeu vidéo, c'est un jeu. C'est ludique par définition, un jeu. Donc, quand c'est ludique, on prend du plaisir. Donc, on améliore son parasympathique. Mais après, effectivement, l'addiction obsessionnelle là, pose un problème, un autre problème. Vous voulez intervenir ? En fait, quand on analyse le sommeil, on se rend compte que l'activité parasympathique, l'acétylcholine, je vous répète, l'acétylcholine, donc, est sécrétée pendant le sommeil profond. Donc évidemment, les périodes de sommeil profond les plus favorables sont celles de début de nuit. Donc le raccourcissement des nuits, et notamment le coucher tardif, est pas bon du tout pour le système nerveux autonome. Il y a eu des études américaines qui ont essayé de modifier l'horaire des rentrées des classes avec des succès assez impressionnants en termes d'équilibre physique et d'équilibre mental. Donc l'activité physique et le sommeil sont très importants pour un bon équilibre du système nerveux autonome, donc pour le bon équilibre de chacun. Quand on voit les courbes de production d'acétylcholine par le cerveau en fonction des stades de sommeil, on a vraiment envie d'être en sommeil profond pendant très longtemps. Beaucoup de questions sur l'acupuncture, l'homéopathie, les plateformes vibrantes. Je ne suis pas acupuncteur. Néanmoins, je parlerai peut-être de la relation qui existe entre l'EFT, technique de libération émotionnelle, et l'acupuncture. Le premier découvreur, entre guillemets, de cette technique de libération émotionnelle, qui s'appelle EFT, Emotional Freedom Technique, eh bien, c'est un psychiatre qui était acupuncteur, qui s'appelait Callahan, et qui a traité son cas d'école. C'était une jeune femme qui s'appelait Mary, qui était phobique de l'eau. Et il a fait une psychothérapie qu'il a associée à un traitement par acupuncture. Et il a eu un résultat, semble-t-il, exceptionnel. Mais sa prise en charge acupuncturale, c'était vraiment une usine à gaz. Donc ce traitement a été repris par un ingénieur qui s'appelle Gary Gregg, qui l'a considérablement simplifié. Et c'est vrai que le tapping des points d'acupuncture, dans la méthode de Gary Gregg, eh bien, pour l'avoir essayé et pour le pratiquer, me paraît remarquablement efficace. Donc, acupuncture et stress, acupuncture et système nerveux autonome, il y a vraiment une interrelation. C'est vrai que c'est difficile de trouver un médiateur physique pour expliquer, pour expliciter cela, mais indiscutablement, quand on pratique, on ne peut que se rendre compte de la réalité de l'effet. Question, renforcer l'estime de soi, n'est-ce pas aussi une solution pour lutter contre le stress ? La réponse est assez... Assurément, oui. Assurément. Oui, complètement. On gère beaucoup mieux son stress quand on a une confiance en soi de meilleure qualité, c'est certain. Une ou deux techniques simples à apprendre aux enfants pour qu'ils réagissent mieux face à une situation stressante. L'EFT. Alors ça, c'est une technique qu'on peut apprendre aux gamins. C'est une technique extrêmement simple, efficace sur toute contrariété. Je la recommande à tous les patients que je vois, c'est vraiment remarquable. Ça a l'air un peu bizarre, effectivement, quand on la réalise pour la première fois, mais quand on a vu les résultats positifs de cette technique, on n'a qu'envie de l'essayer, et c'est vraiment un truc qu'on peut apprendre aux mômes quand ils ont un souci à l'école, ils se tabassent en récré et puis ils reviennent en chouinant, eh bien ça efface beaucoup de peine. Et ça participe en quelque sorte d'une paix personnelle d'un enfant. Allez-y. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand vous avez un stress, vous avez un gros soupir derrière. Et en fait, les capteurs pulmonaires qu'on a sur la cage thoracique, quand vous gonflez les poumons et que vous relâchez, vous avez une bouffée parasympathique. C'est un vrai bonheur biologique pour le cerveau. Comme quand on baille. Comme quand on baille, mais l'entraînement ventilatoire est extrêmement puissant et certains disent que dans l'activité physique, c'est essentiellement les mouvements ventilatoires qui nous font gagner de l'activité protectrice du système nerveux autonome. Et donc le soupir profond est très efficace pour le stress de tous les jours. Est-ce qu'il y a une différence entre le stress d'un enfant ou le stress et le stress d'un adulte ?
Encore une fois, si on s'en tient à la définition du stress, moi je dirais qu'il n'y en a aucune. Le stress, encore une fois, c'est non spécifique, ça aide à réagir à quelque chose. Je pense que c'est exactement la même chose chez l'enfant que chez l'adulte. Après, je pense que c'est les stresseurs qui sont peut-être très différents chez l'enfant et chez l'adulte. On n'est pas confronté au même problème quand on a 12 ans que quand on a 30 ans. Le stress en lui-même, la nature du stress en lui-même, à mon avis, est exactement la même. Justement, les stresseurs d'entourage, comment les gérer sans cassure définitive? Les stresseurs d'entourage? Oui, parce que l'entourage, le conjoint un peu pénible ou... Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je vois très bien. Ouais. Comment faire? Là, si vous voulez, c'est pas tant de la gestion du stress, à mon avis, qu'il faut faire. Là, ce sera plutôt du travail sur la communication. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on conseille généralement quand on est face à un couple qui se déchire ou qui va mal ou qui a des relations ingérables avec les beaux-parents ou je ne sais quoi, ou avec les enfants. C'est des situations extrêmement fréquentes. Ça, il faut bien par contre avoir en tête que c'est un des stresseurs les plus communs, les plus fréquents et surtout les plus permanents. Quand ça se passe mal à la maison, je veux dire que ça crée un niveau de stress qui peut être absolument terrible. Donc là, après, c'est pas directement de la gestion du stress, à mon avis, c'est plutôt d'arriver à communiquer peut-être de manière un peu plus tranquille quand ça devient difficile. Beaucoup de questions portaient sur le coût économique du stress, mais je ne pense pas qu'on soit en mesure d'y répondre autour de cette table. La question qui me posait aussi, c'est y a-t-il eu des décès dus au stress? Oui, sur le plan cardiovasculaire, c'est décrit. Le Japon, oui, il y a un truc qui s'appelle le Takotsubo, c'est une réactivité extrêmement violente des artères coronaires, particulièrement chez la femme, qui donne un aspect d'œdème du poumon, défaillance cardiaque brutale, alors que les artères coronaires sont saines. Donc ça traduit simplement une vasoconstriction, un spasme aigu de l'artère coronaire sous l'emprise d'un phénomène violent. Ça a été décrit lors des grands tremblements de terre. Il y a des femmes qui ont fait des infarctus massifs sur ce syndrome qu'on appelle le Takotsubo, à l'occasion de tremblements de terre ou d'agressions extrêmement violentes. Une très mauvaise nouvelle peut, par exemple, une succession de mauvaises nouvelles, la troisième peut entraîner un spasme coronarien sur des artères, un réseau un peu malsain, ou une poussée hypertensive sur un réseau cérébral malade, provoquer un accident vasculaire cérébral ou un infarctus. Ça, c'est décrit. Vous vouliez intervenir? Oui, je suis tout à fait d'accord avec Bruno. Il y a eu des études de cohortes en Europe et aux États-Unis où on a suivi, la durée de vie des gens en fonction de l'activité de leur système nerveux autonome. Et en fait, on peut classer l'ordre dans lequel les gens vont décéder, en particulier de mort cérébrale ou cardiaque et de mort subite, en fonction de la présence ou non, ou de la quantité de réserve de système nerveux autonome. Et parmi ces morts, il y a la mort subite d'origine cardiaque en particulier, d'où l'importance de renforcer son bouclier pour avoir une vie longue et en bonne santé. Au final, je pense que c'est aussi peut-être la dernière question. Je pense pour repréciser, le stress positif et le stress négatif restent le même puisqu'ils ont le même impact sur l'organisme. Je crois qu'il faut repréciser justement que l'un et l'autre n'ont pas le même impact, puisque ce qu'on appelle stress négatif, c'est ce stress qui perdure et sur lequel on n'a aucune maîtrise et on se sent dépassé. Le stress positif de Christophe Profit est très favorable. Tout à fait, parce qu'il a les outils de réponse à la demande de ressources. C'est toujours pareil, c'était où on a les ressources, on n'a pas les ressources. Quand on a des ressources à sa disposition et qu'on peut les implémenter, c'est le cas de Christophe, comme il a dit, à un moment donné, il a cité une expérience, il m'a dit, il y a 20 ans, je n'avais peut-être pas l'expérience pour faire ce challenge, et maintenant je l'ai. Donc ça, c'est le vrai stress positif, c'est-à-dire que l'expérience, on renforce les défenses, on développe le système nerveux autonome et particulièrement parasympathique par ce stress positif. Et par contre, l'impuissance face à un événement, le manque de ressources, crée la stimulation adrénergique, enfin c'est l'adrénaline, et là c'est le mécanisme de destruction qui est enclenché. Et plus il perdure, plus il abîme. Mais en conclusion quand même, le stress, c'est pas grave. C'est pas grave et c'est positif tout de même. C'est positif. Merci beaucoup.
Je vous souhaite une bonne soirée.